l'été dernier, notamment dans les régions libérées par l'armée russe du côté de Mariupol, Melitopol, et je suis l'un des très rares Français qui a pu visiter la centrale nucléaire d'Energodar, qui est actuellement occupée par les Russes. À ce propos, je vais vous donner une petite information que vous n'entendrez pas parce que nos journalistes eux-mêmes ne peuvent pas accéder à cette centrale et poser des questions aux autorités russes, et qui témoigne quelque part d'une réalité de terrain qui est bien méconnue des Français. Quand j'avais posé la question au directeur de la centrale d'Energodar si ils avaient grosso modo licencié tous les ouvriers qui travaillent à cette centrale du fait que c'est dangereux, qu'il pourrait y avoir du renseignement contre eux, et elle est qu'à 3 km de la ligne de front, ils m'ont dit non. En fait, 95% des employés de cette centrale travaillent toujours là-bas, et ils sont russes désormais, et ils ne veulent absolument pas redevenir ukrainiens. La quasi-totalité des Ukrainiens qui étaient donc dans cette zone occupée par la Russie me témoignaient aussi qu'ils se sentaient mieux depuis que la Russie est arrivée, parce que toute la mafia ukrainienne qui traînait à Melitopol, Mariupol, etc., et les vrais nazis, parce qu'on parle de nazis-on, de nationalistes, etc., mais ce sont des vrais nazis qui étaient à Mariupol, ont été chassés par les Russes. Et ces gens-là, en fait, ne veulent pas que la Russie s'en aille. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que si vous écoutez LCI, d'abord, vous n'entendrez pas des gens qui ont été sur place, qui ont un autre point de vue. Vous n'entendrez pas des Français qui défendent nos intérêts nationaux, et on va en parler. Vous n'entendrez pas, en fait, un autre son de cloche qui permet d'avoir un exercice critique, un regard réellement critique sur la situation. Il faut que vous détestiez la Russie parce que c'est important de se faire des ennemis pour nous faire accepter des guerres qui sont tout à fait injustifiées. Or, c'est quand même nous prendre pour des cons que de ne pas évaluer la situation au regard déjà de ce que pensent les gens qui vivent sur place. Si des gens qui vivent dans l'est de l'Ukraine, dans la partie occupée par la Russie, ne se révoltent pas et au contraire veulent rester russes, peut-être qu'il faudrait prendre en considération leur opinion et dire que cette guerre pourrait aussi se régler par tout simplement un référendum. On leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester ukrainien? Vous voulez devenir russe? Quelle est votre opinion? Mais comme déjà ici en France, on chie sur nos référendums, et je vous rappelle que celui de 2005 sur le TCE a été violé alors que nous avions dit non à 55%, vous vous doutez que des référendums en Ukraine, ça va être un peu compliqué à faire accepter. Ils ne le veulent pas, ils détestent la démocratie et ils nous disent que la démocratie n'est que représentative. Alors maintenant, je voudrais quand même parler de nos intérêts fondamentaux. On appelle ça les intérêts fondamentaux de la nation, c'est codifié par l'article 410.1 du Code pénal. Ceci porte sur nos intérêts économiques, diplomatiques, militaires, et il y a toute une litanie de principes qui font que nos dirigeants sont censés œuvrer en fonction de nos intérêts, quoi qu'ils fassent. Ils doivent défendre l'indépendance nationale de la France, sa souveraineté, ses intérêts de commerce. Or, il se trouve que avant 2014, donc avant le régime des sanctions débiles contre la Russie, nous avions 10 fois plus d'intérêts commerciaux, d'investissements avec la Russie que nous n'en avons jamais eu avec l'Ukraine. C'est un premier intérêt. Nos agriculteurs peuvent en parler, ils ont perdu des marchés. Nous vendions énormément de pièces aéronautiques à la Russie ainsi que de la haute technologie. Tout ça, c'est parti en fumée. Des industriels qui étaient installés en Russie, ils ont dû sortir, ils ont dû arrêter leur travail là-bas. Tout ça pour pouvoir, soi-disant, aider l'Ukraine. Et ça n'est absolument pas l'aider ce que l'on fait maintenant. Par ailleurs, nous avons d'autres intérêts bien compris. Nous sommes une puissance nucléaire, ce qui nous oblige. Nous avons une responsabilité. On ne peut pas se permettre comme ça de faire des provocations vis-à-vis d'une autre puissance nucléaire, comme des débiles, avec un espèce d'ado attardé à la tête de l'État français qui voudrait quasiment nous envoyer à la guerre contre la Russie. C'est inacceptable. Rien que pour cela, quand bien même on pourrait considérer que la Russie est le diable sur Terre, eh bien il faudrait avoir une attitude qui soit un petit peu plus raisonnable. Ça ne nous dérange pas d'acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite. Ça ne nous dérange pas d'acheter du gaz aux Qataris. Ni de faire affaire avec des Américains qui nous la mettent bien profond constamment et qui ont fait le maximum de guerre qu'il y a pu y avoir lors des 50 dernières années. Là, il n'y a pas de souci. Au niveau de la morale, oh bah oui, on peut, c'est pas un problème. Mais par contre, sur le plan moral, il faudrait s'arrêter de commercer avec la Russie et d'avoir
relation diplomatique qui pourrait d'ailleurs beaucoup servir à l'Ukraine. Parce que si on ne discute pas avec la Russie, je ne vois pas comment on va pouvoir aider l'Ukraine à s'en sortir. Il faut quand même qu'on puisse être là pour essayer d'avoir une influence sur les autorités russes en leur proposant des solutions de paix, un traité de cessez-le-feu. Et il y a des possibilités. On pourrait tout simplement prendre par exemple le cas de Hong Kong qui, durant plus d'un siècle, a été sous souveraineté anglaise en plein territoire chinois et qui a été rétrocédé au bout d'un siècle à la Chine. Pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi on ne propose pas aux Ukrainiens de conserver leur dignité, de dire vous êtes toujours souverain sur des territoires qui sont occupés par un pays tiers, mais il y aura un référendum qui sera posé au bout de quelques décennies pour savoir si ces territoires vous sont restitués ou pas. Mais légalement, vous restez souverain sur ces territoires. C'est une façon de permettre à l'Ukraine de conserver sa dignité, de pouvoir se dire nous avons toujours le droit avec nous sur ces territoires, et en même temps de l'amener à accepter un cessez-le-feu et de faire cesser la boucherie. Mais non, au lieu que notre diplomatie cherche à œuvrer en faveur de la paix et faire cesser une boucherie, nous avons des cyniques salopards à la tête de l'État français qui disent tout un tas de conneries en disant on veut aider les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ne peuvent pas remporter cette guerre. La Russie a une puissance de feu qui est 10 fois supérieure à l'Ukraine. Il faut arrêter d'être con. À un moment, il faut regarder la réalité en face. Mais nous sommes dans un pays où nous ne regardons plus les réalités. Et surtout, nos intérêts sont violés. La France, enfermée dans le diktat de l'Union européenne, n'est plus un pays souverain, comme le veut notre Constitution. Nous avons fait 2 guerres mondiales pour pouvoir restaurer notre souveraineté et notre indépendance nationale. Et quelques décennies après, nous sommes désormais enfermés dans une institution mafieuse qui a aboli toute notre souveraineté sur la monnaie, sur notre commerce, désormais sur nos affaires étrangères, sur le budget, sur tout. Et on appelle ça une démocratie. Et il se trouve qu'effectivement, je rejoins Bayrou, qui a dit quelque chose qui pour le coup était assez vrai. C'est un problème de génération. La jeune génération, on va dire la génération des 40 piteuses dont je fais partie, celle qui est née après les années 80, n'a connu que le déclin, n'a connu que l'oligarchie. Et celle qui nous a précédés, celle qui a vécu les 30 Glorieuses, qui a pu se constituer un patrimoine à la fois financier et immobilier, se sent complètement à l'abri. Et quand on parle à cette génération qui est addicte à la télévision, qui est addicte à tous ces médias collabos, on leur dit mais ça va pas, nous ne sommes plus en démocratie, nous avons des fous qui nous dirigent, ils nous mènent à la guerre et nous sommes en train de détruire notre pays. Ces gens-là, pour qui tout va bien, ils disent mais non, pour moi tout va bien, ces politiciens ne nous font pas de mal, regarde j'ai ma maison, j'ai encore de l'épargne. Oui, mais ton gamin et ton petit-fils, c'est pas le cas. Il est en train de ramer pour trouver du boulot. Il est en train de ramer pour espérer récupérer un pays sur lequel il aura une part de souveraineté. Il va falloir se réveiller parce que je crains que malheureusement dans la bourgeoisie et dans les personnes qui ont un certain âge, il y a encore des gens qui ne veulent pas regarder les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin d'arriver à une guerre civile en France pour pouvoir faire admettre des réalités qui sont simples. Si nous avions des médias qui faisaient le travail normal et qui faisaient en sorte qu'il y ait une réelle diversité d'opinions dans les médias, des gens qui défendent nos intérêts patriotiques, qui soient face à des européistes, à l'équilibre, eh bien là on pourrait se dire finalement les Français votent en conscience. Ils font leur choix en conscience. Ils ont les pour et ils ont les contre. Mais ils savent. Or, nous avons des médias collabos, qu'ils soient publics ou privés, à tous les échelons, qui nous font un matraquage. Ils appellent ça même la pensée unique. Il faudrait savoir une chose, nous avons ratifié des traités. Dans le droit international public, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. Cherchez pas, vous n'en avez jamais entendu parler, les médias ne vous expliqueront jamais sur quelle base juridique la France a un état de droit. Dans ce traité-là, il y a un article 20 qui dit que toute propagande en faveur de la guerre est interdite. Quand vous allumez LCI, est-ce que vous avez le sentiment que nous respectons les traités pour lesquels que nous avons ratifiés? De la même façon, paraît-il que les attendus du tribunal de Nuremberg font désormais foi dans le droit international public.
Et dans ces attendus-là, le fait aussi de faire de la propagande de guerre est appelé un crime contre la paix. Les gens qui font tout pour empêcher qu'une guerre cesse s'appelle un crime contre la paix. Ces gens devraient être jugés. De la même façon que lorsque nous avons sur le sujet palestinien, qui est un vieux conflit désormais, mais qui a quand même des réalités sanglantes sur place, avec une armée israélienne qui se comporte lamentablement, qui viole toutes les lois de la guerre, qui fait des réels crimes contre l'humanité au sens du droit pénal, tel que c'est codifié en France et dans le droit international. Eh bien, quand on essaie d'expliquer que les Palestiniens sont dans leur légitime droit de résistance à l'oppression, maintenant c'est qualifié d'apologie du terrorisme. Mais c'est une inversion accusatoire énorme. Comment ça se fait qu'on ne peut pas entendre des gens qui ont un point de vue juridique, géopolitique, historique, qui soit sérieux dans nos médias? Comment se fait-il que les Français acceptent de supporter cette propagande constamment, d'avoir un bourrage de crâne comme du temps de l'ère soviétique? On peut bien accuser l'URSS d'avoir été un espèce d'État orwellien qui faisait du bourrage de crâne de sa population, mais regardons notre pays désormais, ce qu'il est devenu. Alors on a l'impression qu'on est libre, qu'on peut dire ce qu'on veut. La preuve, aujourd'hui, on va nous rétorquer, bah voyez, vous manifestez sur une place publique et vous balancez ce que vous avez à dire. Oui, mais est-ce que vous l'entendez à la télévision? Est-ce que vous entendez à la télévision ce que l'on dit? Lorsque Macron a cédé à Alstom Énergie, qui notamment fabrique des centrales nucléaires, et la turbine Arabelle, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique pour la France. L'a cédé à General Electric au début de son mandat, dans ce qu'a appelé Olivier Marleix, récemment décédé, paraît-il suicidé, un pacte de corruption. Ça relève de l'article... Attends, c'est pas grave. L'article 411.5 du Code pénal sur les intelligences avec des puissances étrangères. En un autre mot, ça s'appelle de la trahison. La trahison, elle est très bien codifiée. Elle est très bien codifiée par... Non, je parle... Ça va. Elle est très bien codifiée par le Code pénal. Il y a 13 articles qui la codifient et qui permettent de savoir si on peut prendre la perpétuité, 30 ans de prison ou 10 ans de prison, en fonction de ce qui a été livré à une puissance étrangère. Quand on livre des armes à l'Ukraine contre nos intérêts fondamentaux, c'est 30 ans de prison. Quand on livre des troupes à une puissance étrangère, c'est la perpétuité. Vous le saviez? Non. Pourquoi? Parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu un putain d'avocat qui soit réellement expert sur ces questions-là, sur LCI, sur BFM, sur France Inter. Jamais. Vous n'entendez que des va-t-en-guerre. Vous n'entendez que des européistes. Vous n'entendez que les mêmes. Il y a eu des élections présidentielles où par deux fois, des gens qui ont une ferveur patriotique, j'ai pas dit des fachos, des nationaux, des je sais pas comment on voudra les qualifier, ou des complotistes. C'est aussi le terme à la mode désormais dès qu'on a un peu de sens critique. Mais qui voulaient simplement sortir la France de l'Union européenne. Ce qui est possible à faire et ce qui est urgent de faire. Et qui explique c'est quoi un putain de taux de change. Je sais que la majorité des Français ne savent même pas pourquoi l'euro est en train de décimer notre industrie. Il y a 25 ans de ça, notre industrie dans notre PIB, c'était 18%. Ça voulait dire autant de gens qui travaillaient dans l'industrie, qui avaient des compétences dans la sidérurgie, des ouvriers spécialisés, des gens qui ramenaient un salaire à la maison. Et elle est aujourd'hui à 9% de notre PIB. Ça signifie quoi en substance? Au-delà du chômage de masse qu'il y a derrière, ça signifie que si jamais demain, on a un problème avec différents pays qui veulent plus nous approvisionner vis-à-vis d'un certain nombre de matériaux, de produits manufacturés, comment fait la France pour se démerder? L'indépendance nationale, c'est avoir aussi une économie qui soit très diversifiée, une production agricole et industrielle qui nous permette d'être autonomes. Or, les taux de change, ce truc auquel personne ne comprend, puisqu'on vous en parle pas dans les médias, on vous explique pas à quoi ça sert. Il se trouve que l'euro nous impose d'avoir
un taux de change qui correspond aux intérêts de l'Allemagne. Ce gentil copain européen qu'est l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne, elle a ses nécessités, son type de productivité, son type de salaire, de fonctionnement. Et l'euro lui convient très bien. Mais pour la France, en fait, nous devrions être à peu près à 25-30% moins cher du point de vue de notre monnaie pour pouvoir exporter, pour pouvoir avoir des équilibres dans notre balance commerciale qui à la fois évite un endettement constant et mécanique de la France et permettent en plus de nous réindustrialiser et abaisser le chômage. Mais comme on est con, on dit comme des bisounours à la télé, ils nous disent l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'amitié entre les peuples, c'est joli l'Europe. Mais putain, est-ce que quelqu'un a compris ces putains de traités, comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un les a lus? Les articles 28 à 32 du fameux traité de Lisbonne, en réalité son vrai nom c'est traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Personne ne les a lus. Ils nous interdisent de reculer à nos frontières le commerce par des droits de douane ou par des limites quantitatives sur ce que l'on importe ou ce que l'on exporte. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas essayer de préserver des emplois, notre industrie ou notre agriculture, puisque nous n'avons pas la main sur tous ces mécanismes que tous les pays ont. Vous allez en Suisse, ils vont très bien. Ils sont saturés par tous les pays de l'Union européenne, ils ne sont pas dedans, et ils vont très bien, ils vous remercient. Et à aucun moment on se pose des questions en se disant mais pourquoi certains pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne ont un taux de chômage qui est quasiment inexistant, une industrie qui performe, un commerce qui va très bien, un budget qui s'en sort très bien aussi, pas de dette. Alors on va dire oui mais les Suisses c'est les banques. Bah non, 30% de l'économie de la Suisse c'est de l'industrie, c'est pas les banques. Donc, vous voyez, à un moment, il faut poser les bonnes questions et surtout arrêter de croire ces putains de médias qui nous font une propagande et exiger qu'ils invitent tous les sons de cloche. Comment ça se fait qu'on se laisse berner par des éditocrates qui nous donnent leur point de vue? Moi, quand j'écoute les informations, ce qui m'intéresse, c'est les faits. J'ai pas besoin d'avoir le commentaire du journaliste qui va me dire son opinion sur une actualité. Je m'en bats les couilles de son opinion. Je me ferai la mienne. Je veux juste les faits. Or, malheureusement, nous sommes en train de nous laisser mourir. Nous abandonnons notre pays. La majorité des Français ne veulent plus se révolter. Bah oui, tout va bien, surtout quand on est dans le centre de Paris, je reconnais. On est quand même dans la gentrification ultime. Ici, dans les beaux quartiers, ne serait-ce que pour pouvoir louer un appartement, un pauvre studio, il va falloir claquer près de 1000 balles. Alors, c'est pas les gens les plus pauvres qui sont ici, tout va bien pour eux. Ils s'en battent les couilles que les pauvres soient en train de tirer la langue ou qu'ils aient encore une ferveur patriotique, qu'ils aiment leur pays. C'est vrai, quand on peut se permettre de bouger 3 fois par an, si ce n'est pas plus, à l'international, qu'on a même un appart à Singapour ou ailleurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la France? Faut être ouvert sur le monde, oui, mais l'ouvrier qui vit dans sa campagne en France, lui, c'est pas qu'il soit pas ouvert sur le monde, c'est qu'il n'a pas le choix. Ses intérêts sont en France. Et c'est ces intérêts-là qu'il faut défendre. Alors on est dans une espèce de nouvelle guerre de classe et en même temps une guerre de tranche d'âge. Parce que comme le disait Bayrou, c'est la seule vérité qu'il a pu dire, qui a fait scandale, c'est qu'il y a une guerre entre les générations. Les générations les plus anciennes, la sienne, sont en train de pourrir les jeunes générations. Après moi le déluge, pourraient dire nos vieux. C'est un peu ça le concept. Nous vous invitons à suivre Vigimedia. Vigimedia avec un S tout attaché. Nous avons un site internet et nous organisons tous les 2 mois une mobilisation devant les grands médias, BFM, la Maison de la Radio, LCI, tous ceux que vous connaissez. On a besoin de monde. Et puis, on vous invite à aller aussi vous réinformer réellement, parce que c'est pas dans les médias de masse que vous aurez des informations fiables. Il y a sur Internet un certain nombre de médias alternatifs qui désormais tournent depuis un certain nombre d'années et qui font réellement le boulot en respectant ce qui s'appelle la charte de Munich. C'est la charte de déontologie et éthique des journalistes qui n'est plus respectée par nos journalistes. Les seuls qui le font encore, ce sont des altermédias sur Internet et qui sont très sérieux et qui sont même pas forcément de gauche ou de droite, mais qui essayent juste d'apporter des informations qui sont essentielles. Vous avez par exemple Toxin, vous avez par exemple GPTV, vous avez par exemple TV Liberté, et je suis sûr que mes camarades pourront en citer d'autres. Nous avons Nexus. Donc, c'est ça qu'il faut faire.
c'est avoir d'autres canaux d'information et puis soutenir les citoyens qui se mobilisent devant ces médias collabos. Et surtout, ne les croyez pas. Vis-à-vis de la Russie, je vous assure, si nous n'avions pas eu la Russie par 2 fois en tant qu'allié de revers contre notre ennemi séculaire qui est l'Allemagne et qui est toujours notre ennemi, quoi qu'on en dise, nous parlerions allemand aujourd'hui. Je vous rappelle que ceux qui sont entrés à Berlin durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les Américains ou les Français en premier, hein, c'est les Russes. Et ils ont livré des millions de morts pour ça, et voilà comment on les respecte aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.